Un homme seul, 9 tueurs cybernétiques, et une princesse dont la peau brille comme une étoile mourante. Tom Lancaster n'était pas un héros, il n'avait pas de mission, pas d'armée, pas d'ordre à exécuter. Il avait juste capté un signal de détresse que personne d'autre n'avait voulu entendre et décidé d'y répondre. Ce soir-là, dans les canyons rouges d'une planète oubliée, un simple sillonneur allait changer le destin de 2 civilisations. Voici son histoire. La princesse des étoiles. Une histoire de Tom Lancaster, sillonneur de l'espace profond. Chapitre 1. Le signal. Le vide entre les étoiles n'avait pas de couleur. C'était la première chose que Tom Lancaster avait apprise, enfant, lorsque son père l'avait hissé sur les épaules pour lui montrer la fenêtre panoramique du cargo familial. « Regarde bien », avait dit l'homme, ses grandes mains calleuses tenant les hanches du gamin avec une douceur maladroite. L'espace n'est pas noir. Il est simplement vide. C'est différent. Tom avait mis 20 ans à comprendre la nuance. Maintenant, à 32 ans, il connaissait le vide dans ses moindres textures. Il connaissait le silence qui bourdonne dans les oreilles après des semaines sans contact humain, la façon dont le temps ralentit entre 2 systèmes stellaires jusqu'à devenir presque solide, presque saisissable. Il connaissait l'odeur de son propre vaisseau huile de synthèse, caoutchouc brûlé, café réchauffé pour la 4e fois avec la précision d'un parfumeur. Le fer de lance était un vieux sillonneur de classe nomade, tout en angles agressifs et en cicatrices d'ancrage. 52 mètres de long, un réacteur à fusion qui toussait au démarrage mais ne s'était jamais éteint en 10 ans de service, et une IA embarquée qu'il avait baptisée Astra parce qu'elle avait, disait-il, le don de trouver ce que personne d'autre ne cherchait. Ce soir-là, Tom était en train de mâcher un ration pack aux saveurs vaguement végétales quand Astra alluma l'alerte. « Signal de détresse », dit-elle. Sa voix était douce, légèrement modulée, avec cette inflexion particulière qu'il avait programmée lui-même parce qu'il ne supportait pas les IA qui parlaient comme des annonces d'aéroport. Fréquence impériale, chiffrement de protocole céleste. Datation du signal, 42 minutes. Origine, secteur Xylo-4, canyon des cendres. Tom posa son ration pack. Impérial ? Affirmative. Signature cryptographique de la maison céleste. Je détecte également des émissions parasites cohérentes avec des propulseurs Korg de type 4. Plusieurs vaisseaux. 7, peut-être 9. Il se leva lentement. Les Korg. Ces 2 syllabes avaient le goût du danger pur, sans sophistication. Les Korg n'étaient pas exactement des pirates, c'était trop noble comme appellation. C'était une race extraterrestre ancienne qui avait, à un moment de son histoire, fait un choix collectif et irréversible, remplacer ce que la nature leur avait donné par ce que l'ingénierie pouvait produire. Des bras arrachés et remplacés par des lames hydrauliques. Des yeux excavés et échangés contre des capteurs thermiques capables de voir à travers la roche. Un cortex limbique, ce siège primitif des émotions que toute espèce consciente semblait partager, quelle que soit sa biologie d'origine délibérément réécrit pour supprimer toute empathie, toute hésitation, tout ce qui distinguait un être pensant d'une arme autonome. Ils n'avaient pas perdu leur nature en chemin. Ils l'avaient vendue. « Montre-moi la zone d'atterrissage », dit Tom. La carte holographique se déploya devant lui. Xylo-4 était une planète hostile par excellence, une forêt primitive aux dimensions continentales, traversée de canyons escarpés où le vent hurlait à des vitesses capables de renverser un homme, et baignée par une atmosphère lourde qui brouillait les communications et rendait les drones autonomes inutiles au-delà de 50 mètres. Le terrain rêvé pour un guet-apens. Le vaisseau impérial s'était écrasé au fond du canyon des cendres, là où les parois de roche rouge se resserraient comme les mâchoires d'un étau. Autour de l'épave, Astra avait tracé 9 points de chaleur en mouvement. 9 Korg. Tom regarda le signal une longue seconde. Une signature de la maison céleste. Cela signifiait quelqu'un de l'Empire, un diplomate, peut-être, un militaire de haut rang, ou... L'identité du vaisseau, demanda-t-il. Le Veille d'Aurore. Navette de représentation de classe souverain, immatriculation ICE 00 couleur or. Tom. Elle marqua une pause. Astra ne marquait des pauses que quand elle jugeait l'information suffisamment lourde pour nécessiter un silence préalable. Ce type de navette n'est attribué qu'aux membres de la famille impériale. Tom sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Il regarda à nouveau les 9 points rouges sur la carte.
Il regarda la distance 40 minutes à plein régime. Il regarda ses mains. Il n'était plus qu'un sillonneur. C'était la version officielle, celle qu'il donnait dans les ports d'amarrage quand quelqu'un posait la question et personne ne posait jamais vraiment la question. Avant le fer de lance, avant la mort de son père, avant la décision silencieuse de disparaître dans les secteurs non cartographiés, il avait été autre chose. Un lieutenant du 9e régiment de reconnaissance profonde des Forces fédérales unies. 8 ans. Des opérations dans des zones où les cartes s'arrêtaient et où les règles d'engagement aussi. Des choses qu'on ne raconte pas dans les barres d'astéroïdes, pas parce qu'elles sont secrètes, mais parce qu'elles n'ont pas de mots convenables. Il avait rendu son uniforme le jour où il avait compris que l'institution pour laquelle il se battait n'avait pas les mêmes valeurs que lui. Il avait gardé les réflexes. On ne rend pas les réflexes. Il prit son sabre à résonance moléculaire et le fixa à sa hanche. « Mets le cap sur Xylo-4, dit-il. Pleine puissance. Et Astrave cartographie-moi tous les angles morts du canyon. Je veux une topographie complète avant qu'on entre dans l'atmosphère. » Déjà en cours, répondit-elle. Et Tom? Quoi? Ils sont 9. Je sais compter. Je voulais juste m'assurer que tu avais bien entendu. Chapitre 2 La chute du Veille d'Aurore. La princesse et la ravance au lit de la maison céleste n'avaient jamais eu peur du vide. Elle avait grandi dans les palais orbitaux de Céliate, où les salles de réception avaient des plafonds transparents qui donnaient directement sur le cosmos, et où l'on apprenait aux enfants de sang royal à contempler l'infini comme on contemple un jardin, avec respect, mais sans terreur. Ce qu'elle n'avait jamais appris, en revanche, c'était à regarder mourir ses gardes du corps. Sauron était tombé le premier. Il avait poussé Elara derrière la cloison métallique avant même que le premier impact Korg n'éventre la coque du Veille d'Aurore, et le souffle de la dépressurisation l'avait emporté comme une feuille. Mira avait tenu 15 secondes de plus, assez longtemps pour sceller le sas intermédiaire, assez longtemps pour regarder sa princesse dans les yeux et lui dire, d'une voix parfaitement calme, « Cours, Altesse. Ne regardez pas derrière vous. » Elara avait regardé derrière elle une fois. Elle n'avait pas recommencé. Maintenant, le vaisseau gisait au fond du canyon comme une bête blessée, ses flancs lacérés soufflant encore des volutes de vapeur dans l'air épais de Xylo-4. Elara avait traversé l'épave en courant, les pieds nus sur le métal déchiqueté et ses bottes de protocole n'avaient pas résisté au crash et elle avait plongé dans la jungle avant que les Korg ne débarquent de leur vaisseau. La forêt de Xylo-4 était une entité vivante au sens le plus littéral du terme. Les arbres colonnes, hauts de 30 mètres, dégageaient une bioluminescence verdâtre qui transformait la nuit en un crépuscule éternel, baignant tout d'une lumière de fond marin. Des lianes épaisses comme des bras d'homme pendaient entre les troncs, couvertes de mousse qui frémissait au moindre souffle d'air. Le sol était une éponge de feuilles mortes et de racines enchevêtrées, souple sous les pieds mais traître il pouvait cacher des ravines, des failles, des nids de prédateurs. Elara courait depuis ce qui lui semblait être une éternité. Sa peau laiteuse comme celle de tous les humanoïdes de l'Empire céleste, légèrement iridescente sous l'effet de l'adrénaline émettait maintenant une lueur émeraude ténue, réponse involontaire de son organisme au stress intense. C'était une caractéristique de sa race qu'elle avait toujours trouvée embarrassante dans les situations officielles. Ce soir, elle la maudissait ouvertement, dans cette forêt obscure, elle brillait comme une lampe. Elle s'arrêta derrière un arbre-colonne dont le diamètre aurait suffi à abriter une maison, et tendit l'oreille. Les Korg ne se cachaient pas. Ils n'avaient pas besoin de se cacher. Elle entendit le bruit métallique de leurs membres augmentés, le claquement hydraulique de leurs mâchoires modifiées, et quelque chose de pire, leur voix. Ils parlaient en Korg standard, mais Elara avait été formée à tous les dialectes de l'espace colonisé. Elle comprenait chaque mot. La princesse vaut plus vivante, disait l'un d'eux, sa voix filtrée par un vocodeur qui en faisait quelque chose d'entre l'humain et la machine. L'Empire paiera pour récupérer son jouet. Et si l'Empire ne paie pas assez, le consortium paiera plus. Elle brille, dit un autre, et il y avait dans ce mot quelque chose qui ressemblait à un rire. On va la voir de loin. Elara ferma les yeux. Une seconde. Juste une seconde pour ne pas paniquer, pour ne pas laisser la terreur prendre le contrôle de ses jambes et l'envoyer courir au hasard dans l'obscurité. Son père lui avait dit, lors de sa dernière nuit sur Céliate avant cette mission diplomatique maudite, tu es de sang royal, Elara. Le sang royal ne tremble pas. Il calcule. Elle calcula.
La lumière bioluminescente était plus forte à sa droite, là où la végétation s'éclaircissait. Une source d'eau, peut-être les plantes de Xylo-4 concentraient leurs spores lumineuses près des cours d'eau souterrains. Une source d'eau signifiait une grotte possible, un abri. Et une grotte signifiait un signal, peut-être assez de roches autour d'elle pour masquer sa bioluminescence involontaire. Elle prit à droite. Derrière elle, les Korg accélérèrent. Chapitre 3 Le fantôme dans la jungle. Tom toucha le sol de Xylo-4 à la façon dont il faisait tout, vite, silencieusement, et avec un plan imparfait qu'il comptait améliorer en temps réel. Il avait laissé le fer de lance en orbite basse avec les systèmes furtifs activés, et s'était posé dans une navette d'urgence à 2 km de la position du signal. Astra lui parlait à travers son implant auriculaire, sa voix un murmure constant et utile. 9 signatures thermiques, dit-elle. 2 se déplacent vers le nord-est, 3 stationnent près de l'épave. Les 4 autres sont dispersés dans un rayon de 400 mètres autour d'une cible mobile. La cible mobile se dirige vers les formations karstiques à l'est. Vitesse cohérente avec une course humanoïde. Elle est encore debout, murmura Tom. Apparemment. Il se glissa entre les arbres colonnes avec la fluidité d'un homme qui avait appris à ne pas lutter contre l'environnement mais à se couler dedans. Ses bottes avaient des semelles en polymère absorbant les vibrations et une dépense qui lui avait semblé exorbitante au moment de l'achat, et qui ce soir valait chaque crédit. Il ne faisait aucun bruit sur ce sol spongieux. Son sabre à résonance moléculaire restait dans son fourreau. La lame générait un champ électromagnétique microscopique qui faisait vibrer la matière au niveau moléculaire au moment du contact et efficace pour traverser les blindages légers et les augmentations cybernétiques des Korg, mais inutilisable à distance. Pour le moment, il préférait son pistolet laser réglé sur impulsion minimale, assez pour incapaciter, assez silencieux pour ne pas alerter les autres. Le premier Korg apparut entre 2 racines aériennes, ses capteurs oculaires balayant la végétation avec une régularité mécanique. 1,90 m de métal et de chair reconditionnée, un bras gauche remplacé par une pince hydraulique capable de broyer de l'acier, un casque intégré avec viseur thermique. Tom attendit qu'il tourne la tête à gauche. Il frappa à droite. L'impulsion laser toucha la base du crâne, précisément à la jonction entre la moelle et le processeur neural. Le Korg s'effondra sans un son, ses systèmes court-circuités, vivants mais inconscients pour les 24 prochaines heures au moins. Tom l'avait tiré à travers une liane épaisse, calculant l'angle pour que le corps tombe sans heurter le sol métallique d'une racine. 1 sur 9. La cible a changé de direction, dit Astra dans son oreille. Elle contourne un affleurement rocheux. Tom, 2 des Korg se rapprochent d'elle. Distance, 120 mètres. Combien de temps ? 90 secondes si elle ne change pas de cap. Tom cessa de se déplacer silencieusement. Il courut. La jungle devenait plus lumineuse à mesure qu'il avançait vers les formations karstiques, cette bioluminescence caractéristique des zones humides de Xylo-4, une lueur d'aquarium qui noyait tout dans des teintes de bleu et de vert. Il entendit les Korg avant de les voir, le claquement caractéristique de leurs membres hydrauliques, une conversation en Korg standard qu'il ne prenait pas la peine de traduire. Il vit la jeune femme à l'instant même où les 2 Korg la repéraient. Elle avait surgi d'un massif de fougères géantes, ses pieds nus glissant sur une racine couverte de mousse, et elle avait perdu l'équilibre juste assez pour ralentir. La lumière émeraude de sa peau trahissait chacun de ses mouvements dans l'obscurité de la forêt. Elle était magnifique et terriblement vulnérable, comme un joyau tombé dans la boue. Le premier Korg tendit sa pince hydraulique. Tom tira 2 fois. Les impulsions touchèrent les 2 Korg simultanément, dans le dos, à la hauteur des processeurs spinaux. Ils tombèrent en avant comme des statues déséquilibrées, et le silence revint aussi brutalement qu'il avait été rompu. La princesse pivota. Ses yeux d'un bleu si profond qu'ils paraissaient noirs dans cette lumière cherchèrent la source du tir dans l'obscurité. Tom sortit de sa cachette lentement mais sûrement, les mains légèrement écartées du corps pour signifier qu'il ne menaçait pas. « Altesse, dit-il en galactique standard, j'ai capté votre signal de détresse. Je m'appelle Tom Lancaster. Je suis sillonneur indépendant et pour l'instant, c'est tout ce qui compte. On a environ 30 secondes avant que les autres Korg ne se repositionnent. Il faut bouger. » Elle le regarda une demi-seconde de trop, cette façon spécifique qu'ont les gens lorsqu'ils calculent rapidement si une menace est préférable à une autre, puis elle hocha la tête.
La grotte, dit-elle. J'en ai repéré une à 100 mètres. Montrez le chemin. Chapitre 4 La grotte bioluminescente. La grotte était un miracle. Ou du moins, c'est le mot qui traversa l'esprit de Tom quand il franchit l'ouverture basse et découvrit ce qui les attendait à l'intérieur. Les parois étaient couvertes d'organismes unicellulaires qui émettaient une lumière pulsée, douce, changeante du bleu profond au vert d'eau, parfois une touche de violet aux endroits où plusieurs colonies se superposaient. Le plafond ruisselait d'une eau qui captait cette lumière et la dispersait en milliers de reflets. L'air sentait le minéral et quelque chose de floral, légèrement sucré, que Tom ne pouvait pas identifier. La princesse s'effondra contre une paroi et ferma les yeux. Tom surveilla l'entrée pendant 2 minutes complètes, écoutant, laissant Astra analyser les émissions thermiques au-delà de la roche. 6 signatures restantes, dit Lia dans son oreille. Elle se réorganise autour de l'épave. Le chef de groupe signature thermique supérieure aux autres, augmentation massive, s'est posté à l'entrée du canyon. Ils vont quadriller la zone. Tom, tu as du temps, mais pas beaucoup. Il baissa le pistolet et se retourna. La princesse l'observait. Dans la lumière bioluminescente, sa peau prenait des reflets nacrés émeraude qui rendaient son visage presque irréel, la géométrie parfaite de ses pommettes hautes, la ligne de sa mâchoire, ses yeux d'un bleu si dense qu'ils semblaient renfermer leur propre source de lumière. Sa robe de représentation était déchirée aux épaules, tachée de l'huile noire du vaisseau et de la terre rouge de Xylo-4. Elle avait perdu son diadème quelque part dans la forêt. Elle n'en avait pas l'air diminué. « Vous êtes blessé ?» dit-elle. Pas comme une question. Une observation clinique. Tom baissa les yeux. Un des Korg avait réussi à le toucher avec l'extrémité de sa lame hydraulique pendant le sprint vers la grotte, une égratignure profonde sur l'avant-bras gauche qui avait saigné généreusement sans qu'il s'en rende vraiment compte dans l'adrénaline du moment. « C'est rien, dit-il. Asseyez-vous. » Le ton ne souffrait pas de discussion. Tom s'assit. Ce qu'il observa ensuite lui parut à la fois pratique et extraordinaire. Elara, il avait entendu son nom dans le signal de détresse, sortit de son poignet un bracelet médical discret et en déplia une série d'applicateurs microscopiques. Elle avait, il en prit conscience progressivement, des mains de guérisseuse, des doigts longs et précis qui nettoyèrent la plaie avec une efficacité totalement dépourvue de préciosité. Mais quand ses doigts effleurèrent sa peau, quelque chose d'inattendu se produisit. Une légère chaleur. Pas désagréable, presque l'inverse. Comme si sa peau avait une mémoire de ce contact et le reconnaissait. Il leva les yeux vers elle. Elle avait légèrement froncé les sourcils, comme si elle aussi avait ressenti quelque chose. « Vous avez des capacités de guérison bioénergétique ?» demanda-t-il, pour meubler le silence avec quelque chose de rationnel. « Toutes les femmes de ma lignée en ont, » dit-elle sans lever les yeux. « Ce n'est pas de la magie. C'est une adaptation évolutive. Notre bioluminescence est la manifestation externe d'une production d'énergie cellulaire qui peut, dans certaines conditions, être dirigée vers un autre organisme. » Elle posa la paume entière sur l'avant-bras. La chaleur augmenta, et Tom vit, stupéfait, les bords de la plaie commencer à pâlir. Cela ne fonctionne que pour les blessures légères. Et cela ne fonctionne normalement qu'entre humanoïdes de compatibilité génétique élevée. Elle marqua une pause. Normalement, répéta-t-il doucement. Elle ne répondit pas. Ils restèrent ainsi dans le silence de la grotte, la lumière pulsant autour d'eux à un rythme qui ressemblait presque à une respiration, jusqu'à ce qu'Astra brise le moment avec une neutralité impeccable. Tom. 2 Korg en approche, 180 mètres nord-ouest. Ils effectuent une recherche en grille. Vitesse, lente mais méthodique. Tom se leva. Sa blessure avait cessé de saigner. On ne peut pas rester ici, dit-il. Je vais m'occuper de ceux qui arrivent. Vous restez dans la grotte, aussi loin de l'entrée que possible. Éteignez vos réactions bioluminescentes si vous pouvez. Elle se redressa à son tour. Il y avait dans son regard quelque chose qu'il ne s'attendait pas à voir chez une princesse, une compréhension tactique nette, sans débordement émotionnel. Je ne peux pas les éteindre entièrement. Mais je peux les réduire. Elle hésita une fraction de seconde. Monsieur Lancaster. Tom. Appelez-moi Tom. Tom. Elle dit son prénom comme si elle le testait,
comme si la syllabe avait un poids qu'elle n'avait pas anticipé. Revenez. Ce n'était pas non plus une question. Chapitre V. Le balai de la destruction. Ce que Tom fit ensuite dans cette jungle ne ressemblait à rien de ce qu'on enseignait dans les académies militaires. Les académies enseignaient des protocoles, des formations, des tactiques avec des noms et des numéros. Le 9e régiment de reconnaissance profonde lui avait enseigné autre chose, que les protocoles meurent au premier contact avec la réalité, que les formations ne valent rien quand le terrain décide autrement, et que la seule tactique qui survive à tout, à l'imprévu, à la peur, au chaos, c'est la capacité d'un homme à disparaître dans son environnement avant que l'ennemi ne comprenne ce qui se passe. 8 ans d'opération en zones hostiles. Des jungles, des déserts, des stations orbitales abandonnées, des cités souterraines où la lumière n'entrait jamais. À chaque fois, la même leçon fondamentale martelée par ses instructeurs puis confirmée par le sang, un homme seul dans un terrain qu'il maîtrise mieux que ses adversaires a toujours l'avantage. Pas forcément le plus fort. Pas forcément le plus rapide. Mais toujours le dernier debout. Il passa la prochaine heure à faire de la jungle de Xylo-4 son terrain. Le 3e Korg tomba dans un piège improvisé, une liane tendue en travers d'un chemin d'eau, assez haute pour accrocher les chevilles de ceux qui marchaient avec la confiance désaugmentée. Une impulsion laser l'atteint à la nuque au moment où il se relevait. 3 sur 9. Le 4e et le 5e étaient ensemble, ce qui était normalement un avantage pour eux. Tom attendit qu'il diverge légèrement une ouverture de 4 mètres entre eux et frappa depuis un angle mort que les capteurs thermiques du premier ne pouvaient pas couvrir en même temps que le champ de vision du second. 2 tirs dans un intervalle de 0,3 secondes. Il avait eu le temps de compter dans sa tête, comme il le faisait toujours, 1, 2. 5 sur 9. Le 6e était différent. Celui-là avait des augmentations auditives. Il avait entendu quelque chose pas les tirs, qui étaient silencieux, mais peut-être le déplacement d'une branche, ou un changement de pression dans l'air humide de la forêt. Il s'était mis en position défensive dos à un arbre-colonne, bloquant l'angle dans lequel Tom se trouvait. Tom sortit son sabre. La lame à résonance moléculaire s'activa avec un frémissement presque inaudible, sa surface vibrant à une fréquence qui la rendait capable de traverser la plupart des blindages légers. Dans la pénombre de la forêt, elle n'émettait pas de lumière, juste une légère distorsion de l'air autour d'elle, comme une chaleur. Le Korg l'entendit venir à 4 mètres. Il pivota, sa pince hydraulique s'ouvrant avec un claquement, et chargea. Tom ne recula pas. Il fit un pas de côté, laissa la pince fendre l'air à 10 cm de son visage, et frappa à la jonction entre le bras augmenté et le torse. La lame fit ce qu'elle était censée faire. Le Korg grogna un son rauque, mécanique et s'effondra mort. 6 sur 9. Tom, dit Astra, voix inhabituellement tendue. Le chef de groupe se déplace. Il a rappelé les 2 restants vers la grotte. Tom courut. Chapitre 6. Le dernier assaut. Il arriva à la grotte 30 secondes trop tard pour empêcher les Korg d'y entrer. Il les entendit avant de les voir, des voix métalliques, dures, et au-dessus d'elles, le silence d'Elara qui ne criait pas, qui ne suppliait pas, qui ne donnait pas au prédateur la satisfaction de sa terreur. Tom plongea à l'intérieur. Ce qui suivit fut court et brutal. Le premier Korg se retourna, surpris, et reçut un coup de sabre dans le processeur cervical le décapitant en un clin d'œil. Le second avait déjà saisi Elara par le bras, une poigne de métal sur sa peau, et Tom calcula en une fraction de seconde qu'une impulsion laser directe à cette distance risquait de la toucher elle aussi. Il rangea le pistolet et plongea physiquement sur le Korg, passant un bras autour de son cou et utilisant son poids pour déséquilibrer le colosse. Le Korg lâcha Elara pour libérer ses 2 mains. C'était ce que Tom attendait. Il fit jouer le sabre. Le Korg tomba. 8 sur 9. Tom se redressa, haletant. Elara était debout contre la paroi, la main sur l'endroit où la pince du Korg avait laissé une marque rouge vive sur son bras. Elle n'avait toujours pas crié. « Le chef est dehors, dit Tom. »« Je sais, dit-elle. J'entends sa respiration. C'est différent des autres. Plus lourd. C'est le chef. Ses augmentations sont... » La paroi au-dessus de leur tête explosa vers l'intérieur. Le chef Korg entra dans la grotte par un trou qu'il venait de créer avec ses poings, et Tom comprit immédiatement pourquoi sa signature thermique était différente.
C'était un monstre d'ingénierie corporelle, 2,20 m, des plaques d'armure directement fusionnées sur sa peau, des bras qui ressemblaient moins à des membres qu'à des grues hydrauliques miniatures. Son visage, ce qu'il en restait, disparaissait derrière un masque de processeur et de capteur qui ne laissait visible qu'un œil originel, d'une couleur brune presque ordinaire, presque humaine. Presque. Il balaya la grotte d'un regard, vit les deux corps de ses subordonnés, et posa cet œil unique sur Tom. Humain, dit-il en galactique standard, avec l'accent de quelqu'un dont les cordes vocales ont été partiellement remplacées par un synthétiseur. Tu as tué beaucoup des miens. J'en ai laissé quelques-uns vivants, dit Tom. Techniquement. Le chef Korg chargea. La première chose que Tom comprit, c'est que cette créature était plus rapide que tout ce qu'il avait combattu jusque-là. La deuxième chose qu'il comprit, c'est qu'elle était également plus forte que ce qu'un sabre à résonance pouvait gérer directement et les plaques d'armure étaient trop épaisses, trop denses. La troisième chose qu'il comprit, il le comprit dans son dos, quand il s'écrasa contre la paroi de la grotte et que l'air quitta ses poumons en une seule explosion douloureuse. Il glissa le long de la paroi. Le chef Korg s'avança. Tom activa le bouclier d'énergie. C'était le dernier recours de son équipement, une unité de déviation électromagnétique portative, de la taille d'un gant, qui projetait un champ hémisphérique capable de dévier des projectiles légers. Il n'était pas conçu pour les impacts directs d'un Korg de cette classe. Il le sut quand le premier coup du chef fit vaciller le champ au point que ses yeux virent des éclairs blancs. Deuxième coup. Le bouclier émit un son d'agonie électronique. Tom regardait l'œil brun du chef Korg à travers la lumière vacillante du champ. Un seul œil biologique dans tout ce métal. Il se demanda fugacement ce que cette créature avait été, avant. Troisième coup. Le bouclier lâcha. Tom roula sur le côté. Le poing du chef fracassa la roche où sa tête avait été une seconde plus tôt. Tom attrapa le poignet, l'utilisa comme pivot pour se relever derrière l'adversaire, une demi-seconde de cécité pour le Korg et planta son sabre au creux de la nuque, là où les processeurs neuraux se connectaient à la colonne vertébrale originelle. La résistance fut brève. Puis inexistante. Le chef Korg s'effondra lentement, avec la majesté triste d'un immeuble qui se démantèle, et le sol de la grotte trembla sous son poids. Tom resta debout un moment, son sabre dans la main, les poumons en feu, et regarda le colosse mort. Il entendit le souffle d'Elara. Il se retourna. Elle le regardait avec des yeux écarquillés, non pas de peur, comprit-il en lisant son expression, mais de quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il ne sut pas nommer sur l'instant. « C'est fini » demanda-t-elle. 9 sur 9, dit Astra dans son oreille. La zone est sécurisée. Tom, les signaux de leur vaisseau s'éteignent les uns après les autres, soit les processeurs de contrôle ont été coupés par l'élimination du chef, soit les autres ont fui. C'est fini, dit Tom à Elara. Elle ferma les yeux. Un long souffle. Et quand elle les rouvrit, la lumière émeraude de sa peau s'était légèrement intensifiée, comme si une tension intérieure s'était relâchée. Vos mains tremblent, dit-elle. Tom regarda ses mains. Elle avait raison. Ça arrive, dit-il. Toujours après. Jamais pendant. Elle traversa la grotte vers lui sans hésiter, comme si la distance entre eux était une erreur à corriger. Elle le serra entre ses bras dans un moment d'abandon total, ce geste rare d'une princesse qui contrôle tout et qui, pour la première fois, choisit de ne plus le faire. Tom resta une fraction de seconde immobile, ses mains en suspens dans l'air, comme si son corps avait oublié comment répondre à la douceur après tant d'années à ne recevoir que le choc. Puis ses bras se refermèrent sur elle, lentement, avec une délicatesse qui contrastait avec tout ce qu'il venait de traverser. La bioluminescence de sa peau s'intensifia au contact, comme une flamme qu'un souffle ranime. « Vous avez mis votre corps entre moi et la mort, dit-elle doucement. Vous avez fait cela pour une étrangère. C'était votre signal de détresse. J'ai répondu. Les sillonneurs ne répondent pas aux signaux impériaux. Ce n'est pas leur rôle. Ce n'est pas leur intérêt. Ils n'avaient pas de réponse à ça. Alors il ne dit rien. Dans la lueur pulsée de la grotte bioluminescente, avec les corps de leurs ennemis gisant autour d'eux et l'odeur de l'ozone et de la forêt mêlée à quelque chose de plus doux qu'ils commençaient à identifier comme le parfum propre d'Elara, Tom Lancaster et la princesse de l'Empire Céleste se regardèrent pour la première fois vraiment non plus comme un sauveur et une rescapée,
mais comme un homme et une femme dont les corps venaient de comprendre quelque chose que leurs esprits n'avaient pas encore osé formuler. Dans la lumière pulsée de la grotte, il vit sa peau briller pour lui, rien que pour lui, et elle vit dans ses yeux quelque chose qu'aucun protocole impérial n'avait prévu d'interdire. Chapitre 7. Les 3 espaces du cockpit. Les secours impériaux mettraient au minimum 17 heures à arriver. Elara avait réussi à transmettre un signal codé depuis les restes de la communication du Veil d'Aurore, assez pour localiser leur position, pas assez pour en dire beaucoup plus. Tom proposa de regagner le fer de lance, qui flottait en orbite basse à moins d'1 heure de trajet en navette. Elara accepta. La navette était minuscule, un tube de métal avec 2 sièges, des commandes de base et un hublot grand comme une assiette. Quand Elara s'assit dans le siège copilote et que Tom prit les commandes, leurs épaules se touchaient. Ni l'un ni l'autre ne dit rien à ce sujet. Le décollage depuis la surface de Xylo-4 prit 10 minutes, traversant la masse brumeuse de l'atmosphère avant de déboucher dans le propre silence de l'espace. Tom coupa le pilote automatique, pas parce qu'il était nécessaire, mais parce qu'il voulait quelque chose à faire de ses mains. « Vous êtes sillonneur depuis longtemps ?» demanda Elara. 10 ans. Seul ? J'ai Astra. L'IA. Elle vous dit bonjour, dit Astra dans l'habitacle, avec ce qu'il n'y avait aucun doute était une satisfaction légèrement espiègle. Elara sourit. C'était la première fois que Tom voyait ce sourire, pas le sourire de représentation qu'elle avait eu brièvement quand il s'était présenté, mais un sourire vrai, qui creusait une petite asymétrie dans ses lèvres parfaites. « Bonjour, Astra, dit-elle. Merci de l'avoir gardé en vie. » C'est lui qui me gardait, généralement, dit Astra. Mais ce soir, j'admets avoir été plus utile que d'habitude. Le fer de lance apparut dans le hublot, une silhouette sombre sur fond d'étoiles, reconnaissable à ses angles agressifs et à la légère usure de sa coque. Il n'est pas très impérial, dit Elara. Non. Mais il vole. Comme vous. Elle regarda le profil de Tom pendant qu'il guidait la navette vers le sas d'amarrage, avec cette façon qu'elle avait d'observer les choses importantes sans avoir l'air de le faire. Vous volez, vous vous battez, vous sauvez des inconnus. Qu'est-ce que vous cherchez, Tom Lancaster ? La question le prit au dépourvu. Les gens ne lui posaient pas ce genre de questions. Les gens lui posaient des questions sur les tarifs, les délais, les itinéraires. Sur la marchandise. Personne ne lui avait jamais demandé ce qu'il cherchait, peut-être parce que personne n'avait jamais pensé qu'un homme comme lui pouvait chercher autre chose que la prochaine escale. Rien en particulier, dit-il. Je cherche le prochain secteur à traverser. Elle tourna légèrement la tête vers lui. Pas assez pour qu'il soit obligé de croiser son regard, juste assez pour qu'il sente le poids de ses yeux sur sa tempe. C'est une très mélancolique façon de vivre. Peut-être. Il marqua une pause, les mains sur les commandes, les yeux sur le sas qui s'approchait. Ou peut-être que je n'avais pas encore trouvé de raison de m'arrêter. Le silence qui suivit fut différent des autres silences. Il avait une texture, une chaleur. Elara ne répondit pas, mais il vit, du coin de l'œil, la lumière de sa peau s'intensifier très légèrement. Le sas s'ouvrit. Ils montèrent à bord. Chapitre 8. Ce que les étoiles gardent pour eux. L'intérieur du fer de lance n'était pas laid. Il était honnête. Des câbles apparents le long des parois, là où Tom avait dû retravailler la câblerie lui-même. Des photos fixées au velcro dans le couloir, des paysages de planètes, des visages flous que l'on devinait être des proches. Une bibliothèque de livres réels dans la salle de repos, ce qui était suffisamment rare en 2847 pour être remarqué. Elara les remarqua. « Vous lisez ?» demanda-t-elle, les doigts courant le long des dos de cuir synthétique. « Ça occupe. » Dans le vide, il n'y a pas grand-chose d'autre. À Céliat, les livres sont considérés comme des objets de musée. Nous lisons sur des interfaces holographiques depuis 3 générations. Elle sortit un volume, le feuilleta. Les chants de gestes de l'espace lointain. Poésie terrestre du XXIIIe siècle. Je connais ces textes. Vraiment ? L'Empire céleste a toujours admiré la littérature humaine. Nous ne le disons pas assez fort, politiquement, mais, elle referma le livre doucement. Votre espèce a un rapport à la mort qui nous fascine. Vous savez que vous êtes fragile, et vous faites des choses extraordinaires quand même.
On n'a pas vraiment le choix. Si vous choisissez de trouver cela beau plutôt qu'absurde. Elle leva les yeux vers lui. C'est un choix très courageux. Le cockpit principal du fer de lance était à peine plus grand que la navette, mais il avait la qualité des espaces vécus, la chaleur d'un siège que l'on a occupé pendant des milliers d'heures, l'odeur de café et de métal chaud, la lumière douce des étoiles par le grand hublot panoramique. Ils s'y installèrent naturellement, et Astra eut la délicatesse de couper ses canaux de surveillance passive. L'adrénaline avait baissé. Ce qui restait en dessous était plus difficile à nommer. Tom soigna ses propres blessures du combat avec le chef Korg, plusieurs contusions aux côtes, une estafilade au cuir chevelu qu'il sentait pulser douloureusement à présent que l'urgence était passée. Elara s'installa à côté de lui avec son bracelet médical et travailla en silence, ses mains faisant leur travail habituel avec cette précision qu'il avait déjà admirée. Mais cette fois il n'y avait pas de combat imminent pour structurer le silence. Il y avait juste le vide autour d'eux, et les étoiles, et le fait que leurs têtes étaient très proches l'une de l'autre dans cet espace étroit, et que la lumière de sa peau éclairait doucement son visage à lui pendant qu'elle travaillait. « Votre père était sillonneur, dit-elle. Ce n'est pas une question. Comment vous le savez? Les gens qui ont appris dans des académies militaires tiennent leur corps différemment. Vous bougez comme quelqu'un qui a grandi dans des espaces confinés, qui a appris à se faufiler entre des caisses, à juger un combat au son avant de le voir. Et il y a quelque chose dans la façon dont vous regardez l'espace qui n'est pas touristique. » Elle posa la dernière compresse. « Il est mort, n'est-ce pas? » Ce n'était toujours pas une question. « Il y a 6 ans, dit Tom. Un accident de réacteur. Zone non assurée du secteur Karat. » Il marqua une pause. « Je le cherchais. Il avait disparu depuis 3 mois. Je l'ai trouvé. » Elara ne dit pas qu'elle était désolée. Elle dit, donc vous sillonnez pour lui aussi. Et quelque chose dans cette formulation fut si précise, si juste, que Tom dut regarder par le hublot un moment pour ne pas avoir à gérer ce qu'il ressentait. Elara, dit-il, et il réalisa que c'était la première fois qu'il prononçait son prénom à voix haute. Oui, dit-elle, comme si ce prénom dans sa bouche était la chose la plus naturelle du monde. Qu'est-ce qui vous a amené sur Xylo-4 ? Une mission diplomatique. Une réunion avec les représentants du consortium des Franges, pour discuter des droits de navigation dans le secteur Cort. Elle baissa légèrement les yeux. Mon père pensait qu'une présence de la famille impériale démontrerait le sérieux de nos engagements. Mais les Korg avaient été engagés par quelqu'un pour nous intercepter. Quelqu'un qui voulait que cette réunion n'ait pas lieu. Un adversaire de l'intérieur. Probablement. Sa voix était parfaitement neutre, mais Tom vit quelque chose passer dans ses yeux bleus. J'ai perdu 4 gardes ce soir. Des gens qui avaient des familles. Je sais. Non. Vous savez ce qu'est la perte. Ce n'est pas la même chose que savoir ce que signifie être responsable de la perte des autres. Elle dit cela sans accusation, comme une vérité qu'elle portait seule. Tom pensa à son père. À l'accident du réacteur. Aux 3 mois où il l'avait cherché dans des secteurs non assurés, en sachant que si lui aussi avait un accident là-bas, personne ne viendrait le chercher. Peut-être que si, dit-il doucement. Elle le regarda une longue seconde. Ce qui se passa ensuite fut comme une décision prise par leur corps avant que leur cerveau ne reçoive le mémo. Ou peut-être simplement la conséquence naturelle de 2 personnes qui avaient frôlé la mort ensemble et qui, dans la grâce étrange de l'après, découvraient qu'elles étaient encore vivantes et que cette vie avait un goût particulièrement intense. Leurs fronts se touchèrent. Un geste d'une intimité singulière, pas encore un baiser, quelque chose de plus ancien qu'un baiser, et dans la bioluminescence douce d'Elara et la lumière froide des étoiles, ils restèrent ainsi, respirant le même air, à mi-chemin entre 2 mondes. Les lois stellaires, dit-elle contre sa tempe. L'Empire a des protocoles concernant les unions interespèces. Je sais. Ils sont très stricts. Je sais. Tom. Je sais, dit-il une 3e fois, et cette fois-ci c'était différent, pas une capitulation, mais une acceptation tranquille de tout ce que ce mot contenait. Quand il l'embrassa enfin, la lumière de sa peau s'illumina légèrement, comme une émotion trop grande pour être contenue sous la surface. Dans les heures qui suivirent, dans le silence de l'espace profond, dans l'étroit cockpit d'un vieux sillonneur qui sentait le café et le métal chaud,
les frontières entre deux civilisations et une humaine, une céleste devinrent pour quelques heures parfaitement poreuses. Chaque mot murmuré dans le noir était une découverte. Chaque geste était une question et sa réponse simultanée. Il y avait dans cet espace une tendresse que ni l'un ni l'autre n'avait anticipée, lui, parce qu'il avait appris à voyager léger en toutes choses, elle, parce qu'on ne lui avait jamais appris que l'amour pouvait ressembler à la simplicité. Ce n'était pas une rencontre politique. Ce n'était pas une alliance. C'étaient deux êtres qui, dans l'étendue infinie du cosmos, s'étaient trouvés à la même seconde au même endroit, et avaient choisi de ne pas faire semblant que cela n'avait pas d'importance. Chapitre 9 Le déchirement. Les vaisseaux impériaux arrivèrent à l'aube. Enfin à l'heure qui correspondait à l'aube sur le fuseau horaire de Céliate, parce que l'espace lui-même n'avait ni aube ni crépuscule, juste des étoiles qui ne clignotaient pas. 6 vaisseaux de guerre de la classe Souverain, leurs coques argentées portant les armoiries de la maison céleste, une étoile à 8 branches sur fond de velours bleu nuit encerclèrent le fer de lance avec une précision qui était à la fois protection et avertissement. Tom avait vu ça venir. Astra aussi. Communication entrante, dit Astra, du pont de commandement de l'amiral. Accepte. Un visage holographique s'afficha dans le cockpit, un humanoïde céleste d'âge moyen, les traits aristocratiques, les yeux d'un bleu légèrement différent de celui d'Elarrar, plus froid, plus officiel. Il portait l'uniforme blanc et or de la flotte impériale avec cette façon particulière des militaires de haut rang de sembler ne jamais avoir besoin de s'asseoir. Amiral Vancaris, dit l'homme. Commandant de la flotte de protection de la Maison Céleste. Ses yeux se posèrent sur Tom, puis sur Elara qui se trouvait à côté de lui, et quelque chose dans sa posture se raidit imperceptiblement. Altesse. Je suis soulagé de vous voir saine et sauve. Amiral, dit Elara. Cet homme m'a sauvé la vie. Je souhaite qu'il soit traité en conséquence. Bien entendu. Il sera dédommagé. Il prononça ce mot avec la précision chirurgicale de quelqu'un qui sait exactement où il coupe. Tom ne dit rien. Le transfert fut rapide et professionnel. Une navette impériale amarra au fer de lance, et Elara dut traverser le sas de retour vers son monde. Tom l'accompagna jusqu'au sas, et ils se retrouvèrent debout l'un face à l'autre dans l'embrasure, avec des uniformes impériaux qui attendaient de l'autre côté et le couloir familier du fer de lance derrière eux. Elle avait été rhabillée dans une tenue de secours impériale du blanc et de l'or, les couleurs de sa maison, et elle était redevenue ce qu'elle était censée être, une princesse. La transformation était presque troublante dans sa rapidité. Presque. Parce que ses yeux, eux, n'avaient pas changé. Tom, dit-elle. Altesse. Le mot lui coûta quelque chose. Ne faites pas ça. Il faut bien que quelqu'un recommence à le faire. Elle posa une main sur sa joue, un geste bref, chaud, dans lequel il sentit la même bioluminescence qu'il avait appris à reconnaître. Puis elle traversa le sas. Tom referma la paroi de séparation et retourna dans son cockpit. Il s'assit dans son siège. Il regarda ses mains pendant un moment. Astra, dit-il. Oui. Tu as une destination à me proposer. J'en ai toujours plusieurs. Une pause. Tom. Tu sais que les protocoles impériaux ne sont pas immuables. Ce sont des lois stellaires. Ce sont des conventions établies par des gens qui n'ont pas toutes les données. Tom regarda le hublot. Les 6 vaisseaux de guerre brillaient dans l'obscurité comme une constellation artificielle, et au centre de cette constellation, le vaisseau qui emportait Elara vers Céliate. Il n'avait aucun plan. Il n'avait aucune stratégie. Il avait juste la certitude sourde et légèrement embarrassante qu'il ne trouverait pas de prochain secteur à traverser qui ferait disparaître ce qu'il ressentait. Son père lui avait dit, un soir dans le cargo familial, alors qu'il avait 7 ans et regardait des étoiles sans en comprendre le nombre, le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, fils. C'est de faire une chose malgré que tu aies peur parce que cette chose mérite d'être faite. Tom activa le canal de communication ouvert avec la flotte impériale. Ici Tom Lancaster, capitaine du fer de lance, dit-il. Je demande une audience avec l'amiral Vancaris. Un silence. Motif, demanda un opérateur. Tom réfléchit exactement 2 secondes. Je veux parler des Korg, dit-il. De celui qui a engagé 9 d'entre eux pour abattre la navette de la princesse. J'ai des informations.
Ce n'était pas un mensonge. Astra avait, en effet, récupéré des données depuis les processeurs des Korgs éliminés et des fragments de pistes de paiement, des coordonnées chiffrées, des noms en code. Pas grand-chose, mais assez pour être intéressant pour quelqu'un qui cherchait un traître à l'intérieur de l'Empire. Assez pour obtenir une audience. Chapitre X sous la voûte des vaisseaux. L'audience eut lieu à bord du vaisseau amiral, dans une salle de conseil où Tom comprit immédiatement, à la façon dont les officiers se déplaçaient dans l'espace, que la hiérarchie n'était pas seulement une structure fonctionnelle mais quelque chose de presque religieux. Il donna à l'amiral tout ce qu'Astra avait récupéré. Les données de paiement, les coordonnées, les noms de code. Il le fit avec la précision concise d'un homme qui ne cherche pas à impressionner mais à être utile. L'amiral l'écouta. Il avait le visage difficile à lire des gens qui ont passé des décennies à apprendre précisément cette compétence. Mais Tom vit quelque chose dans ses yeux quand il parcourut les données et une surprise qu'il ne pouvait pas entièrement contenir, et une reconnaissance qu'il n'avait peut-être pas prévu d'avoir pour cet homme. « Ces informations sont précieuses, dit l'amiral enfin. Je sais. Que demandez-vous en échange ? Tom dit ce qu'il était venu dire. Il le dit simplement, sans détour, sans rhétorique, parce qu'il était un homme du vide et que le vide lui avait appris que les mots inutiles ne servaient à personne. Le silence qui suivit fut long. L'amiral se leva, alla à la fenêtre panoramique qui donnait sur l'espace, et regarda dehors pendant ce qui sembla être plusieurs minutes. Tom attendit. Il était doué pour attendre. Vous savez, dit l'amiral finalement, sans se retourner, que les protocoles impériaux sur les unions interespèces ont été établis après les guerres de fragmentation. Pour éviter que des alliances diplomatiques ne créent des loyautés conflictuelles. Je sais. Ces protocoles ont été révisés 6 fois en 400 ans. Il marqua une pause. Ils n'ont jamais été révisés pour quelqu'un qui avait tué 9 Korgs seuls, en terrain hostile, pour protéger un membre de la famille impériale. Tom ne dit toujours rien, parce que l'amiral n'avait pas fini. L'empereur a été informé de ce qui s'est passé à Xylo-4, dit l'amiral en se retournant. Il attend votre arrivée à Céliat. Un silence d'une qualité différente. Il attend de vous voir en personne. Ce n'est pas une invitation que l'on peut facilement décliner. Je ne comptais pas la décliner, dit Tom. Épilogue l'union sous les étoiles. Céliat était belle comme une promesse. Tom la vit par le hublot du fer de lance quand il entra en orbite, une planète d'un bleu pâle lumineux, striée de nuages blancs comme de la soie, avec une lune jumelle qui lui donnait l'apparence d'un œil qui regardait l'espace. Elle ressemblait à la peau des gens qui vivaient dessus. Le palais impérial se trouvait sur une île-continent au nord de l'hémisphère, et ses tours transparentes captaient la lumière de leur soleil plus doux que le soleil de Terra, légèrement teinté d'or, et la redistribuaient dans tout ce qui l'entourait. La nuit, disait-on, les tours brillaient d'elles-mêmes. Tom n'était jamais venu ici. Peu d'humains y venaient. La cour d'honneur était vaste, construite dans un matériau qui ressemblait au marbre mais qui n'était pas du marbre, quelque chose de céleste, lisse et légèrement iridescent, comme la surface d'une bulle de savon durci en pierre. Des arbres inconnus bordaient l'allée centrale, leurs feuilles étroites de couleur argent tremblant dans un vent qui sentait l'océan proche. Et autour de la cour, formant une voûte dans l'atmosphère basse, les vaisseaux de guerre de la flotte impériale s'étaient positionnés en formation d'honneur. Leurs coques brillaient comme une constellation artificielle, leurs proues inclinées vers le bas dans ce que Tom apprit plus tard être le geste de respect naval le plus élevé de la protocole céleste, une position qui signifiait, dans leur tradition, nous baissons les armes devant ce qui vaut plus que la guerre. L'empereur était un homme plus vieux qu'il ne l'avait imaginé, et plus simple. Il avait les yeux d'Elarav, ce bleu profond qui contenait sa propre lumière, et les mains d'un homme qui avait travaillé de ses mains, autrefois, avant que la naissance ne le confisque à la vie ordinaire. Il n'était pas grand. Il était simplement absolument présent, avec cette qualité particulière des personnes habituées à ce que le monde tourne autour de leur axe. Il regarda Tom pendant un long moment. Puis il dit, en galactique standard avec l'accent précis de quelqu'un qui avait appris la langue dans des livres et la parlait mieux que la plupart de ses locuteurs natifs. Ma fille m'a dit que vous vous êtes battu contre 9 Korgs seuls pour la sauver. Astra m'a aidé, dit Tom. L'IA. Elle compte. L'empereur regarda le terminal portatif d'Astra que Tom tenait dans sa main, puis regarda à nouveau Tom, et quelque chose dans son expression changea pas dramatiquement, juste un infime assouplissement,
comme si une hypothèse qu'il entretenait venait d'être confirmée. Un homme qui partage le crédit de sa victoire n'est pas un homme qui cherche la gloire, dit l'empereur. C'est un homme qui cherche quelque chose d'autre. Tom ne répondit pas. Ma fille m'a dit autre chose également, continua l'empereur. Elle me l'a dit d'une façon très précise et très composée, comme elle dit toutes les choses qui lui importent réellement. Il prit une courte pause. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé en vous quelque chose qu'elle n'avait pas cherché, et qu'elle avait l'intention de le garder. Et elle était très claire à ce sujet. Le silence qui suivit était différent de tous les silences que Tom avait connus dans le vide. Celui-là avait du poids. Il avait de la chaleur. Les protocoles, dit Tom. Les protocoles sont écrits par des hommes, dit l'empereur. Je suis l'un de ces hommes. Il regarda la voûte de vaisseau au-dessus d'eux. Mon empire a survécu 400 ans en maintenant ses frontières rigides. Mais les frontières rigides finissent toujours par briser ce qu'elles étaient censées protéger. Il regarda à nouveau Tom. Vous avez tué 9 Korg pour ma fille. Vous m'avez apporté les informations qui nous permettront de trouver le traître qui a commandité l'attentat. Et ma fille qui n'a jamais, en 28 ans d'existence, jamais demandé quelque chose pour elle-même me demande de changer une loi vieille de 2 siècles. Tom attendit, sans respirer presque, comme si le moindre souffle pouvait faire pencher la balance. Quelle raison aurais-je de refuser, dit l'empereur. Elara apparut au bout de l'allée. Elle n'était pas en tenue de représentation ou plutôt, elle l'était, mais différemment. La robe était blanche et or, les couleurs de sa maison, mais le tissu était léger, presque vivant dans le vent de mer, et elle avait laissé ses cheveux libres plutôt que dans la construction élaborée que le protocole exigeait normalement. Sa peau émettait sa lumière émeraude naturelle, plus lumineuse que Tom ne l'avait jamais vue. Le soleil de Céliate l'amplifiait, ou peut-être autre chose. Elle marcha vers lui avec la même cadence qu'elle avait eue pour traverser le sas du fer de lance direct, sans hésitation, sans la présence spectaculaire qu'on attendait d'une princesse marchant dans la cour de son propre palais. Tom ne bougea pas. Il ne pouvait pas. Il y avait dans cette femme qui venait vers lui quelque chose qui court-circuitait tout ce que le 9e régiment lui avait appris à rester calme, évaluer, contrôler. Rien de tout cela ne fonctionnait. Il la regardait simplement, avec la conscience aiguë qu'il était en train de vivre un moment dont il se souviendrait jusqu'au dernier jour de sa vie. Elle s'arrêta devant lui. Si proche qu'il pouvait sentir la chaleur de sa bioluminescence, ce parfum qui lui était maintenant plus familier que celui de son propre vaisseau. Vous êtes venu, dit-elle, et dans ces 3 mots il y avait tout ce qu'une princesse de l'Empire céleste ne pouvait pas se permettre de dire devant sa cour. Je vous avais dit que je reviendrais. Dans la grotte. Non. Vous m'avez dit de rester dans la grotte, aussi loin de l'entrée que possible. C'était un conseil de survie tactique. Ça ne s'appliquait pas à l'ensemble de la situation. Un silence. Puis elle sourit à cette asymétrie qu'il avait appris à reconnaître et qui était désormais la première chose que son cerveau faisait remonter chaque matin au réveil, avant même qu'il ait ouvert les yeux. Ce sourire-là, il avait traversé un empire pour le revoir. Vous êtes terrible pour les discours, dit-elle. Je sais. Il fit un pas vers elle, un seul, comblant ce qui restait de distance entre eux. Mais je suis revenu quand même. C'est une qualité, dans un certain sens. Derrière eux, sous la voûte des vaisseaux de guerre aux prows inclinés, la cour de l'Empire céleste observait. Les officiers, les diplomates, les membres de la garde royale, les fonctionnaires de protocole qui allaient certainement passer les semaines suivantes à réécrire des sections entières de leur code civil, tous observaient un sillonneur humain, en vêtements de travail, qui n'avait ni titre ni fortune ni lignée, prendre les mains d'une princesse d'un empire millénaire dans les siennes. Astra fit entendre un son dans l'oreillette de Tom, une note unique, courte, que Tom avait programmée des années auparavant pour les moments où l'IA voulait lui signaler quelque chose sans le distraire. Il avait mis du temps à comprendre que ce son particulier, Astra ne l'utilisait que dans les moments qu'elle jugeait heureux. C'était la première fois qu'elle le déclenchait depuis que son père était mort. Elara, dit Tom, et le prénom dans sa bouche avait la qualité d'une chose à laquelle il avait droit maintenant, d'une chose qui lui appartenait dans la mesure où les choses belles peuvent appartenir à quelqu'un. Tom, dit-elle, et dans sa voix, les mêmes textures. Au-dessus d'eux, les vaisseaux de guerre brillaient. Tout autour d'eux, la cour d'une civilisation qui avait traversé 4 siècles sans changer une ligne de ses protocoles tenait son souffle.
Dans le coin inférieur gauche du champ de vision de Tom, la bioluminescence d'Elara était de la plus belle teinte d'émeraude qu'il avait jamais vue. Il pensa fugacement que pour ça, rien que pour ça, le voyage en valait la peine. Puis il cessa de penser. Il prit son visage entre ses deux mains, avec la même délicatesse que la première fois dans la grotte, comme si elle était quelque chose de précieux que l'univers lui prêtait sans garantie de retour. Elle posa la main sur son cœur, ce cœur qui avait battu pour elle depuis le canyon des cendres sans qu'il ose se l'avouer. Il embrassa la princesse. Et sa peau s'illumina d'un éclat émeraude si vif, si pur, que les officiers de la cour détournèrent les yeux non par protocole, mais parce que certaines choses sont trop intimes pour être regardées. Et quelque part dans le vide entre les étoiles, là où les photons voyagent depuis des milliards d'années sans destination particulière, quelque chose de semblable à un témoignage fut enregistré, deux êtres d'espèces différentes, nés sous des soleils différents, portant des histoires différentes, avaient décidé ensemble que la distance entre eux était traversable. Ce n'était peut-être pas la paix galactique. Ce n'était peut-être pas une alliance qui changerait le cours de l'histoire entre l'humanité et l'Empire céleste. Ou peut-être que si. Mais d'abord, c'était simplement ça, un homme qui avait répondu à un signal de détresse, une femme qui avait attendu qu'il revienne, et la conviction partagée et inattendue, indiscutable que le courage d'un seul homme, dans le bon secteur au bon moment, pouvait changer la trajectoire de deux mondes. Dans la cour du palais, sous la voûte des vaisseaux de guerre, Elara murmura quelque chose contre sa tempe. Quelque chose que personne d'autre n'entendit. Quelque chose qui n'apparaîtrait dans aucun protocole impérial, aucune archive diplomatique, aucun livre d'histoire. Tom ferma les yeux. Il avait traversé des secteurs sans nom, des zones sans loi, des espaces où la lumière elle-même semblait hésiter. Il avait cherché sans jamais se l'avouer un endroit qui ressemble à quelque chose. Un endroit qui ressemble à un foyer. Il venait de le trouver. Dans les bras d'une femme dont la peau brillait comme une étoile. Voilà, c'est la fin. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de partager. L'espace est vaste, mais les bonnes histoires méritent d'être lues par le plus grand nombre.